C'est bon. Donc, bienvenue sur cette conférence Android Quick Course. Donc, je vais essayer de vous présenter le plus sereinement possible un peu tous les aspects du développement sous Android, de manière à ce que vous ayez en tête, soit quand vous montez en compétence, soit quand vous avez à concevoir des architectures, l'idée globale de qu'est-ce que le développement sous Android. Donc, pour ça, d'abord, je vais vous présenter Android et le monde de l'IT, qui va vous permettre de vous faire en 3 slides une vision globale de l'écosystème Android de manière mondiale. Puis après, on va attaquer ce qui m'intéresse plus, moi, c'est l'aspect programmation. Donc on va commencer par une activité. C'est un peu le point central de vos applications Android. Les activités, c'est ce que l'utilisateur va voir. Une fois qu'on aura vu comment ça se place une activité, donc je vais vous présenter les acteurs du système, les activités, les content providers, les services, grosso modo pour que vous ayez une idée globale de comment sont agencés les composants. On va partir sur un petit projet Android où je vais vous présenter grosso modo les 4-5 fichiers élémentaires à avoir en tête. Et puis on va attaquer les IHM pour voir comment on en construit une. Une fois qu'on aura mis ça en place, on va regarder autour de l'activité qu'est-ce qui se passe. Donc on va déjà regarder qu'est-ce que sont les intents, c'est les intentions. Puis après on va voir comment faire des traitements, parce que c'est toujours important de savoir faire un traitement quand même. Donc pour ça on va s'intéresser aux classes Handler et Async Task. Et après on va voir comment on gère les ressources, parce que c'est un aspect fondamental de vos programmes Android. Une fois qu'on aura ça, on va s'attaquer aux autres éléments d'une application. Et pour ça on va regarder la classe application, puis on va regarder les permissions. Et enfin, on va s'intéresser à la persistance des données et aux services. Une fois qu'on aura vu ça, donc on aura étendu nos groupes, on va voir comment communiquer avec le système, parce que le système Android, c'est quand même un système, un OS, qui nous propose beaucoup de services. Et donc on va voir comment regarder ces services et s'intercaler avec eux. On va en particulier voir Internet et on va voir les capteurs. Une fois qu'on a vu ça, on va s'intéresser à ce qui se passe autour d'un projet Android. Bon, déjà, signer et déployer son application, c'est essentiel, mais surtout, on va s'intéresser, je n'aurai pas beaucoup de temps, parce que c'est enfin, mais on va surtout s'intéresser à la problématique des tests, et à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à couvrir, au moyen des tests, notre application, de manière à être certain qu'elle marche à peu près partout. Et on va voir qu'il y a beaucoup de boulot. Donc pourquoi je suis là? Je m'appelle Mathias Segui, je suis fondateur de l'entreprise Android 2E. Mon compte Twitter c'est Android 2E. 2E c'est pour, avant on avait J2E, et puis je me suis dit lançons Android 2E pour 2 Enterprise Edition. Comme ça en plus on s'en souvient. Et puis c'est l'objectif, quoi. Alors grosso modo en 2003 moi j'ai eu un doctorat de mathématiques fondamentales, et puis vu que j'avais pas beaucoup envie de voyager de ma ville natale qui était Toulouse, je suis allé faire un master en informatique à l'ENSET, et je suis parti, vu qu'il y avait du boulot sur Toulouse en informatique, je suis parti développeur là-dedans. Donc j'ai fait plein de projets, pour la DGA, le CNES, Airbus, et en 2010, j'ai fini par être directeur technique de l'entreprise dans laquelle j'étais, qui était ST Informatique Service. Et là, en fin 2010, j'ai commencé à m'intéresser à Android. J'ai écrit 3 bouquins de programmation dessus, parce que c'est ma façon à moi d'assimiler les connaissances, quoi, c'est d'écrire. Ils sont disponibles sur android2e.com. Et puis, mi-2011, je me suis dit, non, maintenant je vais me lancer tout seul sur Android, parce que c'est ça qui me plaît. Directeur technique, c'est sympa, mais c'est pas. J'ai vraiment envie de me lancer dans une nouvelle aventure. Et du coup, là, je me lance dans l'aventure Android, à fond. Donc, on va s'intéresser à Android et le monde de l'IT. Bon, quelques chiffres. En décembre 2011, il y avait 700 000 activations par jour, et en février, il y en avait 850 000. On est en avril, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais c'est quand même des chiffres colossaux, quoi. Même à l'échelle mondiale. Quand on s'intéresse à Android, on va regarder, la première chose à regarder, c'est l'invasion de la mobilité. Parce que c'est quand même ce qui se passe en ce moment, c'est l'invasion de la mobilité. Et après, on va regarder en quoi Android, dans cette invasion de la mobilité, est un raz-de-marée. Donc pour l'invasion de la mobilité, on s'aperçoit qu'en fait que le taux de pénétration des smartphones et des outils connectés est exceptionnel. C'est un taux qu'on a rarement rencontré à l'échelle de l'humanité. Je veux dire, la roue n'a pas eu un taux de pénétration aussi important et aussi rapide que les smartphones ou les tablettes.
Donc ce qu'on voit là, je vous ai mis deux graphiques. Le premier, c'est de décembre 2009 à décembre 2011 sur les États-Unis, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et la France, et on voit le taux de pénétration des smartphones. Donc on s'aperçoit que c'est des courbes où on gagne à peu près 15 points sur 2 ans, 15% de la population sur 2 ans. Donc c'est quand même un truc qui est extrêmement rapide. Enfin, je pense que la télévision ne faisait pas ça à son époque en 2 ans, quoi. Et l'autre chose qui m'a, moi je vous le montre parce que ça m'a beaucoup étonné, je pensais que l'invasion des smartphones était acquise sur tous les continents. Parce que je pensais que sur le continent asiatique, l'Inde et la Chine drainaient les choses, qu'en Afrique c'était un moyen d'arriver à avoir facilement une connectivité Internet qui ne valait pas trop cher. Et en fait j'ai été étonné de voir que, c'est normal, hein, vous allez me dire, mais j'ai quand même été étonné de voir que, en fait, aux États-Unis et en Europe, on est au-dessus de 50% de vente de smartphones, alors qu'en Asie, en Afrique et en Amérique latine, on est dans les 20%. Donc je pense que c'est des chiffres qui vont vraiment évoluer rapidement, mais c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Là-dessus, on va s'intéresser au système d'exploitation de ces smartphones. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'Android, c'est le système d'exploitation qui a vraiment trusté le podium en 3 ans. En décembre 2009, Android, donc ça c'est la répartition, c'est le stock là, et puis là-bas c'est les ventes. Et sur le stock, on s'aperçoit qu'en décembre 2009, on était à 5% de terminaux Android. Alors qu'en décembre 2011, donc 2 ans après, on était à 47%. Donc c'est vraiment... la pole position, elle a été prise super vite, quoi. Et le deuxième graphique, en fait, montre la répartition des ventes. Donc le premier, c'était aux États-Unis, et le deuxième, c'est mondial. Donc on s'aperçoit qu'en décembre 2010, il y avait un téléphone sur 4 à peu près qui était sous Android, vendu. Et là, en décembre 2011, on est à un téléphone sur 2 qui est Android. Donc c'est quand même c'est vraiment un pattern gagnant, quoi, Android en ce moment. Maintenant, on va s'intéresser à quels sont le moteur, parce que moi je pense qu'il n'y en a pas 10 000. Enfin, déjà, bon, l'outil, c'est complètement... Enfin, d'avoir un smartphone, un petit ordinateur dans sa poche, c'est complètement délirant. Okay. Mais après, je pense que le facteur d'adoption de ces téléphones portables, c'est surtout les markets. Donc j'ai pris la référence de l'Apple Store, parce que c'est une référence connue, puisque c'est un bon référentiel. Et relativement à ce référentiel, je vous ai posé 2 chiffres. Le premier, c'est le nombre d'applications disponibles sur les stores. Donc il y avait une rumeur qui disait qu'à partir de 2011, il y aurait plus d'applications sur le Google Play que sur l'Apple Store. Ouais, c'est démenti. Par contre, on est quand même à 400 000 applications sur Google Play, qui est quand même un chiffre colossal, quoi. Donc si vous publiez une application, vous avez 400 000 concurrents. Ça fait beaucoup. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que le nombre de téléchargements de ces applications est complètement gigantesque. Si on prend les applications Apple, pour une personne sur la planète, on a tous téléchargé au moins 3 applications. Et si on prend les smartphones, enfin les applications Android, une personne sur la planète a une application et demie. Donc c'est quand même des chiffres complètement délirants. L'unité, c'est le milliard. Donc ça veut dire que si votre application marche, potentiellement, c'est en millions de téléchargements que vous allez pouvoir voir à quel point votre application a tout cassé, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, cette dynamique des markets, et c'est aussi ce qui a révolutionné, je pense, notre vision de l'informatique. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus sur un système d'exploitation où on va avoir plusieurs grosses applications, mais on est sur un système d'exploitation où on va avoir beaucoup de petites applications qui vont s'interconnecter entre elles. Et ça, je pense que c'est un facteur qui a vraiment changé les choses. Maintenant, le troisième slide que je vais vous présenter sur Android et le monde de l'IT, c'est la guerre des brevets. Parce que depuis 2010, avec la plaine d'Oracle, et vraiment depuis 2011, avec la guerre est vraiment déclarée entre les différents opérateurs. Donc il y a le trio Microsoft, Apple et Oracle qui attaquent Android, et Android se défend. Donc la première type de guerre, c'est Apple versus Android. Là, c'est la guerre froide, c'est l'URSS face aux USA dans les années 60.
Ils ne s'attaquent pas frontalement, mais par contre, ils utilisent tous les pays alentours pour aller mener la guerre, quoi. Donc c'est Apple qui attaque les constructeurs et c'est Google qui rachète Motorola pour 9 milliards de dollars, enfin 8,6. La deuxième type de guerre, c'est Apple versus les constructeurs, HTC et Samsung en particulier. Donc là, c'est la guerre des tribunaux. Apple va mettre en demeure Samsung pour une violation de brevet de ne pas pouvoir vendre ses appareils, et pareil, Samsung va répliquer. Donc on a vu sur tous les continents des plaintes déposées par Apple, des plaintes déposées par Samsung ou HTC. Et aux dernières nouvelles, enfin que j'ai eues moi, c'est qu'ils sont en train d'essayer de trouver un accord à l'amiable entre 5 et 15 euros par unité vendue. Ce qui nous amène à la troisième type de guerre, c'est Microsoft versus Android. Alors là, c'est la guerre des gangs. J'étais tranquillement en train de regarder mes flux RSS et puis d'un seul coup, j'ai vu cette news qui disait que Microsoft avait su imposer à tous les constructeurs, enfin, à moins à HTC et à Samsung, une redevance pour chaque unité vendue. Moi, ça m'a sidéré, mais ça montre bien la puissance de et puis le mode de fonctionnement de ces grandes majors entre elles. Et enfin, la dernière guerre, moi, qui me fait le plus peur, parce que les autres, c'est sur des patentes de haut niveau, mais la dernière, c'est sur le système d'exploitation Android en lui-même. Donc c'est ses fondements. Et c'est celle-là qui me fait vraiment, moi, flipper. Et donc c'est Oracle versus Android, et j'ai appelé ça l'open guerre, c'est parce que quand l'open source mène la guerre à l'open source. Bon, pour nous, Java, enfin, dans notre imaginaire, c'est quelque chose d'open source. Enfin, c'est les spécifications, en fait, qui sont open source, mais pas leur implémentation. Et du coup, Oracle attaque Google, comme quoi ils auraient volé des lignes de code de l'implémentation Java. Bon, alors le procès s'ouvre cette semaine. Il y a eu plusieurs offres de la part de Google pour ne pas arriver au procès, qui ont été refusées par Oracle. Bon, c'est à suivre. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de Android et le monde de l'IT. Et moi, mon idée personnelle sur Android, c'est que je pense qu'Android, c'est le futur. Pourquoi? Parce que c'est un système d'exploitation qui va pouvoir se mettre partout. Donc ça a commencé sur les téléphones portables. Cette année et l'année prochaine, ce sera l'avènement des tablettes, parce qu'on a enfin un SDK, un système d'exploitation qui va nous permettre, nous, développeurs, de vraiment se mettre aux tablettes, quoi, avec Ice Cream. Mais par contre, ça va continuer. On va l'avoir dans les montres, on va l'avoir dans notre chaîne Hi-Fi, on va l'avoir sur nos voitures, on va l'avoir dans notre machine à laver, dans notre cafetière, on va l'avoir partout. Ça va être, je pense, pour moi, ma vision, c'est que c'est l'avènement de la domotique. On a toujours rêvé d'une domotique, et bien là on a les terminaux graphiques qui vont nous permettre de communiquer avec l'ensemble des appareils de notre maison. Donc pour moi vraiment c'est là-dessus qu'Android se positionne à moyen terme, quoi. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant. Donc pour moi Android c'est une nouvelle évolution, et je pense que vraiment c'est intéressant que les acteurs de l'informatique que nous sommes s'y intéressions vraiment, quoi. Allez, on va s'intéresser à la programmation. Alors la première partie, ça va être mettre en place une activité. Donc je vais vous donner les règles, qui sont pour moi les règles de programmation sous Android. Après, je vais vous présenter les acteurs du système de manière à ce que vous fassiez une cartographie mentale de l'espace dans lequel on code. Et puis on va regarder un projet simple Android, de manière à se familiariser avec les projets Android. Donc je vais vous présenter une vision globale, et après je vais vous présenter les 3 fichiers qui sont extrêmement importants quand on fait des applications Android. Donc il y aura le fichier Android manifeste, enfin le fichier manifeste, on dit ça. Après on va avoir le fichier des layouts, qui lui décrit votre IHM, et le fichier des strings qui vous permet d'externaliser vos strings. Et enfin on va avoir une activité pour aller voir comment on code réellement en Java une IHM. Et puis on regardera comment on teste ça sur l'émulateur, mais bon, en slide. Alors les règles. Pour moi, il y a 3 règles fondamentales dans le développement Android. Et la première, c'est une loi. Normalement, la loi à respecter, c'est respecter l'utilisateur. C'est-à-dire respecter ses données et respecter sa confidentialité. Vous ne pouvez pas arriver comme un voleur avec vos applications sur les terminaux des utilisateurs. Ça vraiment, c'est une loi pour moi qui est importante dans le respect de l'utilisateur. La deuxième chose, c'est un devoir. Vous devez respecter les ressources de l'utilisateur. Donc ça veut dire respecter son CPU, respecter sa batterie et respecter sa mémoire. Et la troisième chose, c'est une habitude, c'est respecter les bonnes pratiques. Donc c'est respecter les chartes graphiques Android. Google fait beaucoup d'efforts pour nous les fournir.
C'est aussi respecter les bonnes pratiques du système, et puis de manière générale, c'est toujours être à jour sur les bonnes pratiques à mettre en place, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les acteurs du système. Donc les acteurs du système, le point central pour moi, c'est l'activité. L'activité, ça va être ce que l'utilisateur va voir de votre programme. C'est là où vous allez mettre vos IHM et c'est là où vous allez interagir avec votre utilisateur. Le deuxième point essentiel, ça va être les content providers. Les content providers, c'est des façades vers les données. Donc grosso modo, vous voulez manipuler une donnée, donc vous définissez la donnée que vous voulez manipuler, type contact, avec un URI, et derrière vous allez donner une action, genre je veux faire une insertion, ou je veux la lire, ou je veux, enfin une action crude, quoi. Vous allez envoyer ça dans le système, et le système va réussir tout seul à trouver le content provider qui va faire votre action sur les données. Et vous renverra le résultat. Donc c'est vraiment une façade qui est mise en place pour accéder aux données. Le troisième chose, c'est les services. Les services, ce sont des programmes qui tournent dans vos applications, mais qui n'ont pas d'IHM. Ça permet de faire énormément de choses intéressantes, comme par exemple, quand on parle service, l'exemple qu'on a, c'est le lecteur de musique. On lance la musique, on n'est pas obligé d'avoir l'activité. On aimerait bien pouvoir aller lire ses mails en continuant d'écouter sa musique. Donc on quitte l'activité pour aller lire ses mails, la musique continue, elle continue grâce à un service. Voilà, donc ça c'est l'exemple à avoir en tête pour les services. Et enfin, la dernière chose de ce système, c'est les intents. Les intents, c'est le support événementiel au niveau des composants Android. Ça va vous permettre de parler d'un composant à un autre. Ça va vous permettre, à partir d'une activité, de lancer une autre activité. Ça va vous permettre de partager des données entre les différents composants de votre application, entre les services et les activités, entre les activités en elles-mêmes. Une activité, si elle veut pouvoir écouter ce que lui dit une autre activité ou quels sont les messages qui lui sont envoyés, il lui faut des oreilles. Et on a appelé ces oreilles le broadcast receiver. C'est lui qui va écouter les intentions qui sont envoyées par le système et qui va les traiter. Donc la structure d'un projet Android, maintenant qu'on a vu une vision globale, on va attaquer la structure d'un projet Android. Elle est toute simple, hein. Donc on reconnaît le dossier des sources, tout là-haut. Dessous, il y a le dossier gen, c'est le dossier des ressources compilées. Pour accéder à vos ressources, votre SDK va faire une compilation de vos ressources de manière à mettre des pointeurs vers vos ressources. Donc ça, ce fichier sera dans le dossier gen. Donc vous n'avez jamais à y aller. Et derrière, il y a le dossier des ressources, res, dans lequel vous allez trouver drawable pour vos images, layout pour la définition de vos IHM, et enfin value pour externaliser vos chaînes de caractères. Et après, l'autre élément qui est important dans cette structure, c'est ici l'Android Manifest. Donc l'Android Manifest, c'est le centre névralgique de votre application. Il décrit les besoins de votre application en termes de SDK, de compatibilité matérielle, d'API utilisée et d'utilisation de services. Grosso modo, c'est lui qui va décrire que fait votre application au système. C'est-à-dire vous allez décrire tous les composants de votre système, donc tous les services, tous les content providers, quels sont les intents auxquels vous réagissez, quelles sont les activités auxquelles vous réagissez. Si vous avez besoin de permission pour accéder à quelque chose, c'est là où vous les déclarez. Enfin, vraiment, c'est là où vous allez décrire profondément votre application au système. Il faut voir que ce manifeste sera aussi analysé par Google Play pour savoir quels sont les devices compatibles avec votre application. Donc c'est vraiment un fichier qu'il faut choyer et dans lequel de toute façon vous allez être obligé de décrire votre application. Donc ce manifeste, un manifeste tout bête, c'est celui-là, c'est celui que vous faites quand vous lancez un Hello World. Donc vous allez décrire votre application, vous allez décrire son package, son nom, sa version. Donc la version, il y a un version code qui est un entier, puis un version name où vous allez pouvoir mettre le nom de votre version, un icône pour le présenter à l'utilisateur, un label pour, pareil, le présenter à l'utilisateur et lui donner un nom. Et après, vous allez décrire la liste des activités qui peuplent votre application. Là, il n'y en a qu'une, elle s'appelle Radio Bouton Tuto. Et vous allez aussi décrire les intentions auxquelles chaque activité répond. Donc là, c'est dans la balise intent filter, et l'intention auquel je vais répondre s'appelle main.
Et elle est dans la catégorie des launchers. C'est grosso modo, c'est quand je suis sur l'écran d'accueil que l'utilisateur va appuyer sur mon application, ce sera l'activité qui sera lancée par défaut. Voilà. Et après, vous pouvez aussi déclarer, donc ce que je vous disais, les services, les content providers, les permissions et les éléments matériels dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une caméra, c'est là que vous allez le déclarer. Et enfin, vous allez déclarer quelle est la version minimale du SDK sur lequel votre application va pouvoir fonctionner. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, ça c'est un fichier manifeste. Maintenant, le fichier des layouts. Alors, le fichier des layouts, en fait, avec Android, ce qui est préconisé, vous pouvez ne pas le faire, mais ce qui est préconisé, c'est de décrire vos interfaces graphiques dans des fichiers XML. Et ça, c'est les fichiers des layouts. Ça va vous permettre, comme ça ressemble beaucoup au Swing, sauf que c'est du XML. Donc, vous allez placer vos composants graphiques au sein de layouts, et vous allez agencer vos composants graphiques les uns par rapport aux autres. De manière générale, toutes vos balises, vous décrirez la façon dont ils remplissent l'espace avec les layouts white et les layouts 8. Vous allez donner un identifiant à vos composants graphiques si vous voulez les récupérer dans votre code Java, sinon vous n'arriverez pas à retrouver un pointeur dessus, vers eux. Souvent, on donne quel est le texte à afficher à un composant graphique, donc ça c'est la balise Android texte. Et enfin, vous allez donner le poids de votre composant, c'est-à-dire quand il reste de l'espace dans votre interface graphique, quelle part de cet espace va récupérer votre composant. Donc ce fichier est interprété par votre activité pour construire les HM. Pour faire ça, vous appelez la méthode setContentView et vous passez l'adresse de votre fichier de layout. R parce que c'est une ressource, layout parce que c'est dans le dossier des layouts, et main parce que c'est mon fichier main.xml. Donc c'est vraiment un pass, quoi. La deuxième chose que vous pouvez faire, que vous faites souvent, qu'on va faire, c'est on va récupérer un composant graphique. Pour ça, on appelle la méthode findViewById, donc retrouver la vue en fonction de son identifiant. Et pareil, on va passer le chemin de l'identifiant. Donc R pour ressource, ID pour identifiant, et bouton show, c'est l'identifiant que j'ai décrit dans le bouton android2.id @+id/bouton show. Donc là, avec ce code, je récupère le bouton qui est là-bas. Maintenant, le troisième fichier extrêmement important, c'est le fichier dans lequel on va externaliser nos chaînes de caractères. Ça a toujours été l'enfer d'externaliser nos chaînes de caractères, de gérer l'UTF-8, tout ça. Et bien là, c'est natif sous Android. Ça va être pris en charge par le système et vous n'allez pas avoir à vous battre pour tout ce qui est le choix des chaînes de caractères en fonction de la locale et tout ça. Ça va être natif. Donc, vous avez le dossier value, dans lequel vous allez mettre un fichier de string qui s'appelle string.xml et dans lequel vous allez mettre le fichier de string à utiliser par défaut. Donc là, vous décrivez vos strings, c'est-à-dire un nom, le nom de la chaîne de caractères et une valeur, la valeur de la chaîne de caractères. Et après, vous allez pouvoir retrouver cette chaîne de caractères soit dans vos fichiers XML en utilisant le @string/ le nom de la chaîne de caractères, soit dans votre code Java en faisant un getString r.string.lo. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'internationalisation. Donc déjà, externaliser ces chaînes de caractères, c'est une très bonne pratique qui est quasiment obligatoire. Enfin, si vous avez un stagiaire qui ne les externalise pas, vous allez commencer à lui expliquer qu'il faut le faire, quoi. Et donc déjà, ça c'est une très bonne chose de le mettre de manière naturelle dans la programmation, mais après ils ont fait aussi une excellente chose, c'est de pouvoir internationaliser ça de manière transparente. Donc vous voulez écrire vos chaînes de caractères pour la locale française, ben, vous allez créer un dossier qui s'appelle value-fr et vous allez mettre votre fichier string.xml dedans. Et ce fichier string, ben, vous allez garder les mêmes clés pour les noms de vos chaînes de caractères. Par contre, vous allez traduire les chaînes de caractères. Et de manière native, le système va détecter la locale de l'utilisateur et charger le bon fichier pour afficher les bonnes chaînes de caractères. Et vous ne verrez rien. Vous n'aurez pas à le modifier en code Java. Et ça, c'est super. Ça veut dire quand même que le fichier value et value/string est toujours là. Parce que vous n'allez pas pouvoir couvrir toutes les chaînes de caractères. Donc il faut que le fichier des chaînes de caractères par défaut existe. Maintenant qu'on a vu le fichier manifeste, comment décrire des composants graphiques et externaliser ces chaînes de caractères, on va s'intéresser à une activité. Alors,
Pour ceux qui ont fait du swing, c'est quasiment pareil. Vous avez les mêmes composants, vous avez quasiment les mêmes méthodes. Vous allez pouvoir faire exactement ce que vous faisiez en swing. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les différences notables, c'est juste que l'agencement de vos composants, vous n'allez pas le faire en code Java, vous allez récupérer votre fichier XML en appelant la méthode setContentView. Et après, pour récupérer vos composants, vous allez faire un findViewById pour récupérer le composant. Et votre classe activité, donc l'activité c'est la classe principale qui va afficher les composants graphiques aux utilisateurs et qui va interagir avec l'utilisateur, elle étant la classe activity. Dans le code à droite, là, à gauche, à droite, je vous ai mis juste une activité qui affiche un bouton qui s'incrémente. Donc on voit que ma main activity extend activity et que dans la méthode onCreate, que je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure, vous faites un premier appel au super, normal, et derrière vous construisez votre IHM en faisant un setContentView et vous passez le chemin de votre layout. Dessous, vous récupérez votre bouton en faisant un findViewById, et une fois que vous avez votre bouton, vous faites comme d'habitude. Vous lui associez un listener. Alors le listener, ici j'ai mis 10 pour l'exemple, parce que mon activité, elle implémente le ViewOnClickListener. Okay. Et derrière, je lui affecte un texte, bonjour. Et dans ma méthode onClick, qui est l'implémentation du ViewOnClickListener, j'ai juste fait une incrémentation du compteur, et puis j'ai pris mon bouton et je lui ai affecté la chaîne de caractères hello plus le nombre de clics qu'il y a eu dessus. Donc voilà, c'est assez basique, quoi, hein. Il y a pas, si vous avez fait du swing, vous y reconnaissez facilement. Par contre, là où ça change fortement de swing, c'est que vous avez un cycle de vie associé à une activité, qui est une notion vraiment fondamentale quand vous faites du développement Android. Alors le système, pour des raisons de priorisation, peut à tout moment détruire votre activité. Typiquement, il y a un coup de téléphone qui arrive, votre activité, il faut qu'elle parte. Donc vous, quand vous faites de la programmation sous Android, vous ne pouvez pas penser que votre activité va pouvoir vivre en permanence. Avant, on faisait des applications swing, et c'était pas grave si elles prenaient 30 secondes pour s'initialiser. Là, ça devient grave. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des initialisations qui durent 30 ans, quoi. Donc, il faut vraiment avoir en tête cette problématique de destruction de l'activité qui peut arriver à tout instant. Et surtout de légèreté de la reconstruction. Et puis aussi de la persistance des données quand vous avez détruit votre activité pour la recréer, quoi. Donc il y a 4 états. Il y a actif, votre activité est en premier plan et peut interagir avec l'utilisateur. En pause, l'activité est lancée mais quelqu'un lui a piqué le focus. Stoppée, c'est quand elle n'est plus visible, et détruite, c'est quand elle est morte. Ou morte, c'est quand elle est détruite. Et ce qui est important, c'est surtout le graphique à côté. Donc vous allez voir que chacun de ces états est associé au passage dans une méthode. Donc quand l'activité se lance, on passe dans la méthode onCreate. C'est la méthode extrêmement importante dans laquelle vous allez construire votre vue. Après, vous allez passer dans la méthode onStart. OnStart, on s'en fiche un peu, c'est pas là où on fait le traitement. Par contre, vous allez passer dans la méthode onResume. Et là, vous allez avoir à réafficher toutes vos données. Tout remettre à jour, recharger tous vos... de manière à ce que l'utilisateur ne soit pas perdu. Donc là, vous rechargez votre contexte, entre guillemets. Après, l'activité est lancée, donc elle est bien sur le devant de la scène, et potentiellement, elle va passer en pause. En pause, vous avez à charge de sauvegarder un peu les données de l'utilisateur de manière à pouvoir les restaurer plus tard. Et après, vous allez passer dans la méthode onStop. Et là, vous clôturez votre activité. C'est-à-dire que si vous avez ouvert des fichiers, des curseurs, des accès à la base de données, si vous avez lancé des threads, vous les arrêtez dans la méthode onStop. La méthode onDestroy, il y a un bruit qui court, comme quoi, des fois, on n'y passe pas. Donc vraiment, il faut tout faire dans la méthode onStop. Et quand je vous dis que c'est vraiment primordial, c'est typiquement l'utilisateur, il a son téléphone portable en mode portrait, et il le retourne. Et bien là, votre activité, elle est passée dans la méthode onPause, onStop, onDestroy, puis onCreate, onStart et onResume. Donc il faut vraiment penser que ce phénomène de cycle de vie de l'activité est permanent. L'utilisateur vous n'avez pas le droit d'interdire à l'utilisateur de bouger son device. Donc il faut vraiment penser que ce cycle de vie, c'est quelque chose de primordial et qui arrive extrêmement souvent quand on fait une application Android. Bon,
Une fois qu'on a ça en tête, on veut tester son développement. On a fait son petit IHM Hello World où on a fait une grosse application. Pour ça, il suffit de faire un clic droit sur son projet, Run as Android Application. Et là, vous avez une machine virtuelle qui lance un Linux, qui monte un Dalvik et qui va lancer un émulateur, de manière à pouvoir faire tourner votre programme sur un émulateur, sur votre PC. Ça va vous permettre de ne pas avoir à acheter tous les appareils du marché pour les tester sur toutes les configurations. Bon, pour que ça marche, il faut que vous ayez défini des Android Virtual Device. Et ça se fait bien. Vous avez un Android Virtual Manager ou un Android... Enfin bon, vous avez un manager de vos devices virtuels dans Eclipse et vous allez pouvoir définir exactement le comportement de chacune de vos devices. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe autour de l'activité. Donc autour de l'activité, on va commencer à parler des intentes, de comment on va pouvoir communiquer entre activités. Et après, on va s'intéresser au traitement. Parce que là, on a bien vu qu'on arrive à faire des IHM, mais bon, à un moment, on va vouloir faire des traitements. Donc on va voir comment lancer des traitements. Donc pour ça, on va faire les handlers et les async tasks. Et puis on va s'intéresser aux fuites de mémoire qui peuvent arriver si jamais on ne fait pas gaffe justement au cycle de vie de l'activité. Après, on va voir la gestion des ressources, donc les chaînes de caractères. Je vais repasser dessus. Puis on va voir les images, les couleurs et les thèmes. On va s'intéresser à l'arbre des caractéristiques possibles d'un appareil. Cet arbre des caractéristiques va vous expliquer en fait comment le système va choisir les ressources qui lui sont disponibles de manière à charger des ressources spécifiques en fonction d'une configuration particulière de l'appareil. Bon, ce sera plus clair quand il sera. Et après, on va s'intéresser à deux problématiques qui sont des problématiques assez compliquées sur Android, enfin pas compliquées, mais fatigantes sur Android. C'est la problématique du multiscreen, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place, et puis la problématique de la fragmentation. Donc les intentes. Qu'est-ce que c'est un intent? Un intent, c'est vous êtes là et puis vous dites je veux, toi système, que tu fasses, et puis vous donnez soit une action sur une URI, soit, enfin, vous voulez qu'il fasse quelque chose, quoi. Et ça va vous permettre, vous, de lancer au système une action à faire, et le système va prendre votre action, l'analyser, et trouver le composant ou l'application qui va y répondre au mieux. Voilà, c'est super. Dans ce contexte, il faut juste se demander si moi, en tant qu'activité appelante, est-ce que ça m'intéresse de savoir si est-ce que j'ai besoin d'être lié à l'activité que j'appelle? Typiquement, j'appelle une activité de contact. Est-ce que j'ai quelque chose à battre de savoir quand l'activité de contact se termine ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je suis est-ce que j'attends un retour de l'activité que j'ai appelée ou pas? Ou est-ce qu'on va vivre des vies séparées? Donc ça, c'est important. Et après, il faut voir qu'une intention est liée à une action. Les actions principales, ça va être l'action view pour voir quelque chose, edit pour éditer quelque chose, et pick pour aller récupérer un objet dans une autre activité. Et les données sur lesquelles on effectue ces actions sont des URI, Unified Resource Identifier, les identifiants uniques de ressources. Alors les intentions peuvent se spécifier. On peut leur rajouter une catégorie, donc pour les classifier. Tout à l'heure, on avait vu la catégorie launcher. Il y a aussi la catégorie défaut ou la catégorie alternative. On peut aussi donner un type MIME à un intent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que cet intent va concerner tel type de données. On peut aussi indiquer à un intent un composant. C'est-à-dire qu'on veut que la personne qui réagisse à... Enfin, c'est comme si on envoyait une lettre, et là on met l'adresse de la personne à qui on envoie la lettre. Donc typiquement, ça va être une classe. Je veux que telle classe réagisse à mon intent et que ce soit elle qui soit lancée. Et après, on va rajouter des extras. Alors les extras, c'est un bundle. Un bundle, c'est une hashmap typée. Donc une hashmap, c'est clé-valeur. Typée, c'est int, float, string. Donc getInt, get, put, non, ouais, si, put, int, getInt, put long, get long, enfin voilà, c'est typé, quoi. Et hashmap. Donc ça, on va pouvoir rajouter des informations sur l'intent, et ces informations seront transportées d'une activité à l'autre, ce qui est quand même pas mal. Donc dessous, je vous ai décrit ici
tout à l'heure, on a vu cet exemple, et en fait là, je suis en train de dire que moi, je veux réagir à l'intente qui a le nom name et qui appartient à la catégorie launcher. Et c'est mon activité, quand elle verra passer cette intente, elle réagira et elle l'écoutera. Donc maintenant, je vais vous mettre 3 exemples de comment on utilise les intentes. Tout d'abord, vous êtes dans votre application et vous voulez lancer l'activité que vous connaissez qui est à côté de vous. Donc pour ça, vous allez définir votre intente, vous allez faire new intent et puis vous allez lui setter sa classe. Donc le 10, c'est parce que je suis dans une activité que c'est mon contexte. Et à côté, otherActivity.class, c'est la classe qui va réagir à mon intention. Et pour lancer l'intente dans le système, j'ai plus qu'à faire start activity et je lui passe mon intente. Et ça, automatiquement, le système va envoyer l'intente, non, le système va prendre l'intente et va l'amener à la classe otherActivity qui se lancera. Une deuxième manière d'utiliser les intentes, c'est, par exemple, je voudrais afficher la carte, la Google Maps, sur une latitude et une longitude donnée. Donc là, je vais définir ma string de latitude, ma string de longitude, et derrière, je vais construire l'URI. Donc je vais prendre un URI.parse, et je sais qu'il faut mettre géo devant, avec 2 points, et puis derrière, on met latitude, longitude, donc ça va me construire une URI. Je vais construire mon intente avec cette URI, donc je vais faire un new intent, et dans les paramètres que je vais mettre, le premier, c'est je vais dire quel type d'action je veux, donc là, je vais juste vouloir voir cette latitude, longitude, et après, je vais mettre l'URI. Le système automatiquement détectera que c'est une URI de géolocalisation et que je veux juste voir. Donc normalement, là, il affiche Google Maps sur la latitude et la longitude associées. Et derrière, je fais Start Activity en passant mon intente pour lancer l'intente dans le système. La troisième chose donc les deux là, c'est des intentes que je lance dans le système et qui n'ont rien à faire de savoir qu'est-ce que va faire l'activité que je lance. Je n'en entends rien. Dans le dernier exemple là que je vous montre, en fait, je vais prendre les contacts, donc je vais définir une URI, donc de contact, c'est content/contact.people, et je vais dire, quand je vais définir mon intente, que l'action c'est pick, ça veut dire je veux récupérer un contact. Et maintenant, je vais lancer mon intente. Mais je vais lancer mon intente en disant, quand même, j'attends un résultat de l'activité qui va être lancée. Donc pour ça, je fais Start Activity for Result. Je donne mon action, je donne mon intente, et derrière, je mets voilà. Hop. Ça, c'est une chaîne de caractères que j'ai construite pour moi tout seul, que j'ai mis en statique final, qui va identifier de manière forte quelle est l'intention, lui donner un nom en fait, que c'est moi qui l'envoie. Et derrière, je vais utiliser ça, toujours dans la même activité. Donc ça a lancé l'activité des contacts. L'utilisateur va piocher un contact à l'intérieur. Et puis, il va clore cette activité. Quand il clôt l'activité, moi, je suis callbacké sur la méthode onActivityResult. Dans la méthode onActivityResult, je vais récupérer un request code, un result code et un intent. Le request code, c'est lui qui correspond à l'intent call ID. C'est-à-dire que je suis sûr que c'est bien celui que j'attends, que j'ai envoyé dessous et que j'attends. Donc je vais dire, ah, ça y est, ça c'est mon activité de contact qui me revient. Derrière, je vais regarder le result code. Est-ce que l'utilisateur a dit OK ou est-ce qu'il a dit cancel? Ou est-ce qu'il a dit KO? S'il a dit OK, je sais que mon intent est bon. Donc je vais prendre mon intent qui s'appelle data et je vais faire un get data dessus et je vais récupérer le bundle dont je vous parlais. Ou là, je vais récupérer l'URI directement. Parce que je sais que le data spécifique sur une demande de contact, c'est l'URI vers le contact choisi par l'utilisateur. Voilà. Et la deuxième chose, c'est je suis une activité qui est potentiellement appelable par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre va attendre que je lui renvoie des résultats. Pour ça, dans votre activité, n'importe où dans votre code, il vous suffit de faire un setResult et de mettre l'intent avec le bundle qui va bien pour renvoyer le résultat à l'activité qui vous a appelé. Maintenant qu'on a vu les intents, on va voir les traitements, donc handler et async task. Ce qu'il faut savoir, c'est que si une activité ne réagit pas dans les 5 secondes, le système d'exploitation s'en aperçoit et la tue.
Avant, en swing par exemple, si une activité, si votre écran gèle pendant 10 secondes, c'est l'utilisateur qui tue votre application. Là, c'est 5 secondes et c'est l'Activity Manager. Donc ce qu'il faut voir là-dessus, c'est que en fait, vous ne pouvez pas lancer de traitement dans votre thread d'IHM, parce que ça va vous geler votre IHM, normal. Donc ça veut dire aucun traitement dans ce thread-là. Pour résoudre ce problème, en fait, donc on a deux objets qui nous sont fournis par le SDK, qui sont les handlers et la sync task. En fait, c'est des objets qui sont super, parce que non seulement ça va nous permettre de lancer une thread, mais surtout ça met en place la communication entre cette thread de background et votre IHM, votre thread d'IHM. C'est là-dessus qu'ils ont encapsulé les choses et que c'est très agréable à utiliser. Alors le choix, c'est async task ou handler. C'est pas très compliqué. Si vous faites de l'async task, ça veut dire que vous avez un traitement par lot à effectuer. Vous connaissez l'ensemble des lots à traiter, et à chaque fois que vous avez fait un traitement, une partie du traitement, typiquement c'est charger des URI ou des URL ou des images sur le web, c'est l'exemple parfait. Vous allez récupérer une image, vous allez dire à votre thread d'IHM, j'en ai eu une, vous allez récupérer l'autre image jusqu'à ce que vous ayez récupéré toutes les images, et quand vous avez fini, vous allez notifier votre thread d'IHM que ça y est, c'est fini. Donc c'est vraiment un traitement par lot, quoi. Les handlers, c'est plus pour une communication asynchrone. Vous lancez un handler pour la communication Bluetooth. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez devoir communiquer à votre IHM, et c'est quelque chose d'assez asynchrone. Vous n'allez pas pouvoir prédire vos lots. Donc là, vous allez utiliser les handlers. C'est-à-dire votre thread en arrière-plan va parler à votre IHM de manière quand elle en a besoin, quoi. Ce n'est pas à l'avance quand est-ce qu'elle aura besoin de parler à votre IHM. Donc j'ai un article sur développer.com qui parle de ça plus profondément. Donc les handlers. On va attaquer les handlers. Alors, ce qui est important toujours, c'est le petit schéma mémoire en haut. Donc, je vous ai présenté. Le schéma mémoire, c'est que vous avez une autre thread en vert dans lequel vous allez faire tourner votre thread et qui va envoyer des messages à votre thread d'IHM. Pour envoyer des messages, elle va appeler la méthode sendMessage et ça va envoyer des messages à votre handler dans la méthode handleMessage. Là, il va récupérer vos messages, il va les traiter. Le handler, lui, il appartient à la thread d'IHM. Donc il va pouvoir mettre à jour directement son IHM, sans qu'il y ait aucun problème de gel. Et dans votre autre thread, c'est là où vous allez effectuer tout votre traitement. Pour ça, ce n'est pas très compliqué. Vous allez déclarer handler, donc handler, new handler, et surtout, vous allez implémenter la méthode handleMessage, c'est-à-dire la méthode qui va récupérer les messages quand on vous enverra un message. Là, les messages portent aussi, comme les intents, des bundles. Donc si vous faites getData, vous récupérez un bundle et après vous allez récupérer le paramètre qui vous intéresse. GetInt pour les entiers, getString pour les strings et tout ça. Voilà, une fois que vous êtes dans votre handleMessage, vous pouvez mettre à jour votre IHM directement parce que vous êtes dans la thread IHM. Ensuite, vous allez déclarer votre thread. Alors ce matin, je suis tombé sur une conf où on m'a réexpliqué comment faire des threads, donc c'est pas tout à fait comme ça. Ça c'est Java 4 ou 5, je sais pas quoi. Et depuis 6, ça va mieux. Mais bon, il faut que je relise la conf. Et donc, moi, quand je lance une thread, je fais new thread, new runnable, et dedans, je redéfinis la méthode run. Là, quand vous le faites pour les handlers, vous allez aussi définir dans votre runnable deux attributs qui sont message bundle, c'est le bundle qui va porter vos données, et le message, c'est l'objet qui sera envoyé de votre thread de background vers votre thread d'IHM. Et dans votre méthode run, vous faites un truc. Bon, moi je dors une seconde, et puis derrière je récupère mon message. Donc mon message égale handler.obtainMessage. Alors vu que je suis dans la même activity, je peux avoir un pointeur vers mon handler. Si vous n'avez pas de pointeur vers votre handler, la classe handler a une méthode statique qui est getMessage. Là, juste si vous avez un pointeur vers votre handler, obtainMessage, ça permet d'optimiser la gestion des pools de messages. C'est rien de... Derrière, une fois que vous avez votre message, vous allez affecter des données à votre bundle. Donc là, j'ai mon message bundle et puis je lui mets un entier qui n'est autre que le nombre de fois où j'ai fait le for qu'on ne voit pas parce que je l'ai zappé. Voilà, je mets mon i. Derrière mon message, myMessage, je lui affecte ces données en lui passant le bundle.
Et j'ai plus qu'à faire handler.sendMessage en lui passant mon message. Et là, donc ça c'est toute la définition du mon message et du bundle. Et quand je fais handler.sendMessage, eh bien, ça l'envoie directement à la méthode handleMessage. Et là, vous faites votre traitement. Donc c'est un joli pattern pour arriver à faire communiquer une thread de background avec une thread IHM, tout en respectant le fait que vous ne faites aucun traitement dans votre thread d'IHM. Maintenant, les async tasks, c'est aussi facile, c'est même presque plus facile. La seule chose, c'est qu'il faut avoir le schéma mémoire dessous. Donc on a notre autre thread en bleu cette fois-ci, et votre thread d'IHM en vert. Dans votre thread d'IHM, vous avez votre activity, et ce qui est étonnant, c'est que votre async task, en fait, elle court sur les deux threads. Vous allez avoir la méthode doInBackground qui s'exécute dans la thread de background, alors que les méthodes onProgressUpdate et onPostExecute, elles, s'exécutent dans votre thread d'IHM. Pour utiliser une async task, en fait, il suffit de la dériver. Donc vous prenez, vous créez une classe, votre async task à vous, qui extend async task. Et par contre, vous allez tomber sur 3 paramètres génériques. Donc le premier, c'est param. C'est quel type d'objet vous allez envoyer à votre méthode doItBackground. La méthode doItBackground, c'est celle qui exécute le traitement. Le deuxième paramètre, c'est progress. Donc c'est quel type d'objet. Donc vous pouvez mettre int, string, long, ou vos objets à vous, Donc le deuxième paramètre, c'est progress. Et le progress, c'est quel type d'objet vous allez envoyer à votre méthode onProgressUpdate à chaque fois que vous aurez terminé le traitement d'un lot. Et enfin, le dernier paramètre, c'est result. C'est quel est le type d'objet que vous allez renvoyer à votre méthode onPostExecute quand votre traitement sera complètement fini. Donc un exemple, c'est mieux qu'un grand discours. Donc, dans ma méthode, j'ai pris une async task, je l'ai étendue en faisant myAsync task. Les 3 paramètres, j'ai mis void parce que j'ai besoin de rien dans ma méthode doInBackground. Integer parce que c'est ce que je vais passer comme paramètre à ma méthode onProgressUpdate. Et string parce que c'est le type de paramètre que je vais envoyer à ma méthode onPostExecute. Dans ma méthode string doInBackground, qu'est-ce que je fais? Je fais un while, je tourne 20 fois, j'incrémente un compteur, je dors et je publie ma progression en utilisant la méthode publishProgress. Quand je mets cette méthode, quand j'appelle cette méthode, en fait, ce qui se passe, c'est que je change de thread et j'appelle la méthode onProgressUpdate en lui passant les paramètres les mêmes. Dans ma méthode onProgressUpdate, vu que je suis dans la thread d'IHM, je peux mettre à jour mon IHM. Donc là, j'ai pris ma progress bar et je l'ai incrémenté par le premier élément du tableau. Quand j'ai fini mon traitement, que ce soit parce que j'ai pris une grosse exception dans les dents, ou parce que j'ai fini proprement mon traitement, je fais un return. Le return appellera automatiquement la méthode onPostExecute, qui signalera à l'IHM que le traitement est fini. Si j'ai fait une grosse erreur, je peux lui afficher l'exception ou faire quelque chose d'intelligent. Et si tout va bien, je peux faire quelque chose d'intelligent. Bon, là, j'ai fait des trucs bêtes où j'ai affiché un message. Et pour lancer votre async task, vous faites un new async dans votre onCreate de votre activity, ou dans votre onResume, ça dépend où est-ce que vous voulez la placer. Vous faites un new async task et puis vous faites un .execute dessus. Et ça lancera automatiquement votre traitement. Moi, j'ai une async task avec void, donc je n'ai pas besoin de lui passer de paramètres. Voilà. Donc, thread et cycle de vie. C'est important à avoir en tête. Donc, très bien, j'ai un traitement, j'ai utilisé le pattern des handlers pour le mettre en place. Donc, je suis là, je suis content. J'ai une activité qui a un handler, une thread de background qui envoie des messages à mon handler pour mettre à jour mon IHM. Là, l'utilisateur, il prend son device, il le tourne. Donc, je passe effectivement dans la méthode onDestroy et onCreate. Et qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que j'ai été recréé? Ma thread de background, je lui ai rien dit. Elle n'est pas au courant, elle, qu'il s'est passé quelque chose. Donc, du coup, elle continue à tourner. Elle pointe vers le handler. Donc, du coup, le handler, il est toujours là. Et le handler, il pointe vers l'activité. Donc, l'activité, elle est toujours là. Pourtant, l'activité, elle est passée dans la méthode onDestroy et onCreate, onDestroy en tout cas. Cette activité-là, la violette claire, donc celle-là, elle est passée dans la méthode onDestroy. Donc, pour le système,
elle a été détruite. Donc c'est devenu une activité auquel plus personne ne peut accéder, quoi. Mais en même temps, vu qu'elle est pointée par le handler, elle ne va pas être garbage collecté. Et pareil, le handler, vu qu'il est pointé par la thread, il n'est pas garbage collecté, mais plus personne ne peut y accéder à part la thread. Et puis en même temps, je suis passé par la méthode onCreate. Donc j'ai recréé une activité qui a recréé un handler, qui a recréé une thread. Donc je me retrouve avec deux threads qui font la même chose. Et je ne sais pas vraiment si en fait le traitement qui est effectué est bon. Et puis surtout, à chaque fois que l'utilisateur tourne son device, je fais un x2 sur la mémoire, quoi. Donc là, il y a quand même un point important de sensibilisation fort, quoi. Donc la parade, c'est accorder le cycle de vie de la thread à celui de l'activité, ou sauvegarder la thread pour le prochain redémarrage, si vous êtes sûr que l'utilisateur a juste fait un rotate il a juste bougé son device. Soit, en fait, c'est que vous n'avez pas encore bien réfléchi et que votre traitement, il fallait qu'il soit associé à un service et pas à une activité. Donc, premier cas, accorder le cycle de vie de la thread à celui de l'activité. Pour ça, on va utiliser les atomic boolean. Un atomic boolean, c'est un booléen qui est thread safe. Donc, il est synchronisé sur ces méthodes get et set. Donc, on va pouvoir l'attaquer avec plusieurs threads, on sait que sa valeur ne sera pas perturbée, quoi. On est toujours sûr de son résultat. Oui. Ensuite, on va lier ces booléens à notre thread. Donc pour ça, dans le traitement de notre thread, on va faire en sorte que si... Donc j'ai deux booléens, j'ai le booléen isThreadRunning et isThreadPausing. Le booléen isThreadRunning est là pour dire est-ce que la thread de background doit s'exécuter ou mourir. Et le isThreadPausing, c'est est-ce que la thread de background doit être en pause ou être en pleine exécution. Donc pour ça, quand vous déclarez votre thread dans votre méthode run, quel que soit le traitement, il faut faire en sorte que votre booléen isThreadRunning, s'il passe à false, votre traitement s'arrête. Et si le booléen isThreadPausing passe à false, vous vous mettez en mode pause dans votre traitement. Ça, c'est important. Et après, une fois que vous avez défini ça, il vous suffit de lier ces booléens au cycle de vie de votre activité. Donc dans la méthode onCreate, vous allez dire que isThreadRunning égale vrai. Dans votre méthode onDestroy, vous allez dire que isThreadRunning égale faux. Dans votre méthode onPause, vous allez dire que isThreadRunning est à pause. Et puis dans votre méthode onResume, vous allez dire que votre isThreadPausing est à true. Et si vous mettez ça en très peu de lignes de code, vous êtes assuré d'avoir une liaison forte entre le cycle de vie de votre activité et votre thread. Donc ça, c'est un premier pattern. Le deuxième pattern, c'est l'utilisation de la méthode onRetaiNonConfigurationInstance. J'en parle en fait plus pour parler de la méthode onRetaiNConfigurationInstance parce que je pense que c'est une erreur de l'utiliser sur une activité. Je pense que si vous en êtes là sur votre activité, c'est qu'en fait vous deviez mettre en place un service, que vous avez raté un truc dans votre architecture. Mais j'en parle quand même parce que cette méthode est super intéressante. Elle vous permet de renvoyer un objet entre l'activité au moment où elle est détruite vers l'activité au moment où elle va être recréée. Si vous avez une activité qui est morte, qui est en train de mourir, elle meurt, et puis pile, elle est reconstruite. Donc elle est reconstruite, et bien là vous avez la capacité d'envoyer un objet de l'activité mourante vers l'activité naissante. Ça c'est bien, des fois c'est super utile. Donc là, dans mon onRetaiNonConfigurationInstance, je renvoie ma thread. Et dans ma méthode onCreate, j'appelle getLastNonConfigurationInstance pour récupérer cette thread-là. Bon, il faut tester si c'est nul ou pas et s'adapter en fonction, mais ça vous permet d'avoir le schéma mémoire à droite, là. C'est-à-dire que dans votre thread de traitement, elle va rester après la onDestroy et onCreate, et par contre, votre activité et votre handler vont être recréés, et les deux autres vont être libérés. Bon, si vous utilisez le code que j'ai mis en l'état, c'est pareil, vous allez générer des fuites mémoire, parce qu'il faut pousser un peu les choses, il faut synchroniser pas mal de trucs, il faut aussi vérifier que si l'activité elle est morte définitivement, votre thread elle s'arrête, enfin, bon, il y a du boulot, quoi. Mais ça a l'avantage de vous présenter au moins cette méthode. Et il faut aussi savoir que depuis Honeycomb, donc l'API level 11, cette méthode est déprecate. Il
il faut utiliser les fragment.setRetaininstance. Mais le principe est le même. Il n'y a pas de... C'est vraiment, on a un outil qui nous permet d'envoyer des objets d'une activité mourante vers elle-même quand elle va renaître.